vous retrouve aujourd'hui avec Déborah, que Coucou. vous aviez déjà vu dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet plus léger, on va dire, mais qui est quand même aussi un sujet politique, écologique, environnemental, éthique, tout. On va parler de véganisme, d'alimentation et aussi de cuisine brésilienne, puisque du coup on va aussi vous apprendre Déborah surtout va nous apprendre des choses culturelles sur le Brésil, ce pays merveilleux et si grand et avec tellement de ressources. L'histoire de mes règles. C'est angoissantes qui sont en train de renforcer le cercle vicieux. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire elle a été connue? Dans ce cas-là, en fait, on sait que les patients ne vont pas pouvoir les... Donc, en fait, Déborah, tu es végane depuis... Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans qu'elle est végane. En plus, moi, ce que je trouve génial, enfin, moi, ce qui m'a la première fois surprise, désolée, c'est peut-être sexiste, mais je trouvais ça génial que toi et ton copain soyez véganes tous les deux et que ce soit votre engagement tous les deux. Alors, je disais, désolée, c'est sexiste, ça ne l'est pas en fait, c'est la société qui est sexiste et qui fait que les hommes sont souvent moins concernés par ces questions éthiques et environnementales. C'est intéressant ce que tu dis parce que au départ, j'avais pas... Enfin, c'est pas moi qui me suis vraiment informée sur le véganisme, c'est mon copain. Et on a pris cette décision ensemble en parlant, etc. Et c'est lui qui a vraiment fait le premier pas, qui m'a dit « Ah, j'ai vu des documentaires, j'ai lu des choses, etc. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc c'est pas du tout une démarche qui est venue de moi, c'est plutôt lui qui a pensé. Et puis en plus, c'est une démarche de couple carrément, vu que vous en aviez décidé ensemble, vous habitiez déjà ensemble à l'époque. Ouais, c'est génial. Après, tous les parcours, de toute façon, du moment qu'on s'éveille à ces questions, quel que soit le stade où on en est dans son véganisme ou son végétarianisme ou peu importe, et quel que soit le chemin par lequel on y arrive, dans tous les cas, l'important c'est le résultat. Exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent les femmes dans le couple portent à la fois la charge mentale, mais ça se traduit aussi par ce que Colline avait appelé la charge morale, je crois. Elle a fait une vidéo pour dire que dans les foyers, c'était souvent les femmes qui mettaient au quotidien les petits gestes écologiques, etc. Donc c'est intéressant. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour parler de cuisine en fait, parce que parler de véganisme avec les choses éthiques, etc. c'est aussi important et aussi intéressant. Mais moi j'adore en fait votre mode de vie. Quand je suis revenue ici chez vous, j'étais émerveillée par tout ce qu'ils mangeaient, la façon dont ils avaient de faire leurs plats. C'est vegan, mais ça a surtout l'air trop bon tout ce que vous mangez. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur Instagram avec Déborah, et elle a un compte Instagram. Est-ce que ça te dérange si je le donne? Non, absolument. Compte vegan. Elle a un compte Instagram, je vous mettrai ici, qui s'appelle Le Petit Resto Veg. Et du coup, moi, comme je te connaissais pas encore en vrai, je pensais que c'était ton métier en fait à côté de ce que de ton activité de prof et tout, parce qu'elle est prof de français et portugais. Enfin, pour faire simple. Ouais, on va faire ça. Pour faire simple. Elle est spécialiste de la langue française et portugaise. C'est ça. Ça va. Et donc du coup je pensais qu'ils avaient un restaurant de couple ensemble, tellement toutes les photos sur leur Instagram avaient l'air trop bonnes. Mais plein de gens pensent ça, la majorité des gens pensent ça, et des fois on reçoit des messages genre « Ah mais c'est où exactement votre restaurant ?» Non, c'est chez nous, non, vous pouvez pas venir chez nous. Oui, parce que ça fait un peu à la bonne franquette, mais en fait souvent les restaurants véganes ils sont comme ça, c'est des cantines, ça fait un peu cantine de gens qui sont juste intéressés par le véganisme et qui sont aussi passionnés par la cuisine, et du coup on allie les deux, vu que c'est pas la voie gastronomique traditionnelle. Donc du coup ça fait vraiment ça, donc allez voir, vraiment ça va vous donner des idées. Et du coup j'avais envie de faire cette vidéo pour que Déborah nous explique un petit peu comment elle mange. Et elle habite au Brésil, donc du coup c'est des plats, des produits locaux du Brésil. C'est ça. En fait, je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que je suis franco-brésilienne. Et donc pour moi, la nourriture brésilienne, ça n'a jamais été quelque chose de... ça n'a jamais été une découverte, puisque ça a été quelque chose de... Enfin, c'est ma nourriture, c'est ma manière de manger. Parce que c'est ta mère qui est brésilienne. Ma mère est brésilienne, mais en fait mon père est cuisinier. Mon père est français et cuisinier, donc c'est pas ma mère qui cuisinait au quotidien, mais pour les grandes occasions, ou alors, je sais pas, dans les fêtes de la communauté brésilienne, etc., j'ai toujours mangé brésilien. Donc j'ai pas eu une découverte, ça n'a pas été un choc pour moi quand je suis arrivée de devoir me nourrir. Donc, voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la cuisine brésilienne n'est pas forcément très connue dans le monde entier, mais surtout ce qui est connu c'est le churrasco, donc le barbecue, la viande, des plats à base de viande. C'est ça, la feijoada à base de viande. Avec même plusieurs types de viande. C'est un ça. plat à base de feijão, donc de haricots, avec plusieurs types de viande. Oui, essentiellement de la viande de porc. C'est ça.
Donc oui, en fait, quand on est végétarien ou vegan et qu'on arrive au Brésil, on se dit qu'on n'aura peut-être pas forcément grand-chose à pouvoir manger, à pouvoir goûter comme spécialité, etc. Et en même temps, la base de l'alimentation brésilienne, c'est quand même le riz, les haricots, et puis il y a une multitude de fruits et de légumes qu'on ne trouve pas en France ou alors qu'on importe en France. Et d'un autre côté, je me disais, mais c'est peut-être le pays et le climat parfait pour... Je pense que le véganisme au Brésil, dans la manière de constituer ses plats, en tout cas, c'est pas très difficile puisque c'est ça, on a pléthore de fruits et de légumes, etc. etc. On n'a pas autant d'aliments déjà industrialisés, etc. comme en France. C'est encore quelque chose de très restreint, de très cher, les fromages végétaux, ce genre de choses, des aliments transformés. Mais à côté, on a toute l'année une offre de fruits et de légumes presque infinie. Et puis après, en plus, le Brésil, c'est quand même un pays où il y a une forte population qui est quand même pauvre, et la viande, ça reste un produit cher. En fait, pour moi, parfois en parlant avec ma famille et quand moi-même j'y pense, à l'origine, les gens ne mangeaient pas de la viande tous les jours. Moi, ma famille est noire, donc afro-brésilienne, descendante d'esclaves, et on sait très bien que notre famille, à la base, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On mangeait du riz, des haricots, souvent de la farine de manioc, quelque chose comme ça, un fruit. Il n'y avait pas de la viande tous les jours, c'était pas possible. Donc la base de l'alimentation afro-brésilienne, en tout cas, ce sont les fruits, les légumes, etc. C'est très végétal en fait. C'est ça. C'est sûr que la viande, ça reste un signe de richesse, donc dans les situations de fête, etc., c'est plus valorisé d'avoir de la viande. C'est ça, exactement. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport à la culture afro-brésilienne, parce que quand même, dans le véganisme, on peut quand même dire que c'est un milieu très blanc, en tout cas ce qu'on voit, le milieu militant, etc. Et on a souvent tendance à penser que les personnes non blanches, peut-être pour des raisons culturelles, sont pas... si on le dit de manière raciste, sont pas prêtes à s'intéresser à ces questions-là, ou si on pense d'une autre manière, on peut dire qu'elles sont plus pauvres, donc du coup elles ont, ce qui est vrai, d'autres choses à penser que de s'intéresser à la place. C'est assez compliqué, il y a les deux côtés quand on parle d'alimentation végétale. Déjà, je sais que dans le milieu militant vegan noir, on n'utilise pas, les gens se définissent pas forcément comme vegan. Ah, c'est intéressant ça. Parce que justement, ils considèrent que le terme vient d'un milieu blanc, etc. et puis est très élitiste. Donc il y en a beaucoup qui disent juste non, bah voilà, moi je consomme pas de viande, pas de produits laitiers, etc. qui définissent plus comme ça. Et en fait, on en parle assez souvent. C'est quelque chose. D'un côté, la population pauvre n'a pas forcément le choix dans ce qu'elle mange, mais d'un autre côté, l'alimentation végétale, c'est quand même ce qu'il y a de moins cher. Oui, mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas le plus simple à faire. Oui. En général, la population pauvre, c'est celle qui a les journées de travail les plus longues, avec des transports interminables, etc., etc. Et est-ce que quand tu rentres à la maison, tu as encore envie de cuisiner pendant X temps ? Alors qu'un produit industrialisé, c'est plus rapide et c'est aussi moins bon pour la santé, plus riche en graisse, en sel, etc. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment une problématique globale. Mais ouais, ce que tu disais par rapport au fait de ne pas vouloir utiliser le mot vegan, c'est vrai qu'il y a des gens qui le font aussi pour pas souffrir un peu des préjugés qu'on peut avoir, etc. Et c'est vrai qu'un terme renvoie aussi à tout, comment le mouvement est né, etc. Après, on ne dit pas ça pour critiquer le veganisme. Non, absolument pas. Moi, je me considère comme vegan, mais c'est vrai que moi, je me considère comme vegan, mais peut-être que oui, je considère pas pas que je considère pas, mais je mets pas en avant cet aspect élitiste, etc. Parce que même dans ma cuisine à moi, je pense que moi, je vois l'aliment comme quelque chose avec lequel on peut travailler, qu'on va créer, etc. Et j'essaye au maximum d'éviter tous les aliments industrialisés, etc. Aussi pour des questions financières. Et c'est vrai que toi, dans ta ta cuisine, elle est très simple, mais dans le sens où c'est des aliments entiers. C'est ça. Beaucoup d'aliments entiers. Tu n'utilises pas trop de produits transformés, etc. Sauf quand je te ramène du fromage vegan de France, parce que de temps en temps, ça fait plaisir. Exactement. Mais oui, c'est vraiment c'est pour ça qu'en fait, je disais, pour ceux qui sont déjà éveillés à ces questions, c'est évident, mais pour les autres, le véganisme, c'est aussi une question écologique et environnementale, et de santé, parce que c'est aussi ne pas favoriser cette industrialisation intensive avec des produits transformés. Voilà. C'est ça exactement. Et ici au Brésil, les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce que tu manges ?
Et je leur dis, mais je mange la chose la plus simple, donc du riz, des haricots, une salade et un autre légume à côté. Donc c'est ça, c'est très très simple et voilà. Ouais, et c'est ce que j'allais te demander justement, du coup tu as déjà répondu, mais ton assiette de base, on va dire au jour le jour, comment tu réfléchis à ce que tu vas cuisiner En fait, je pense que c'est l'assiette de base du brésilien, donc ce que je viens de dire. Et j'essaye un peu de varier les légumes, j'essaye de varier les haricots parce qu'on a une infinité de haricots différents, pas toujours faire les mêmes haricots, pas toujours de la même manière, et c'est un peu ça l'assiette de base. Et après, forcément, on peut faire des variations, etc. Parce que du coup, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au véganisme, on apprend que pour avoir une assiette équilibrée, parce que c'est tout le temps la crainte, si j'enlève la viande, je ne vais plus avoir de source de protéines, comment je vais faire pour avoir une assiette équilibrée, ce qui est très bien, c'est de mélanger une légumineuse et une céréale. Donc du coup, ça peut être des lentilles, des pois chiches, des haricots avec du riz ou des pâtes ou voilà. Et du coup, vraiment dans les assiettes de base, mais vraiment dans tous les restaurants dans lesquels on va au Brésil, il y a forcément toujours du riz et des haricots. Donc du coup, ça déjà, on est bien au niveau des protéines. Et après, donc toi tu rajoutes des légumes, il y a plein de légumes typiques d'ici. C'est quoi ton légume préféré? Toi t'aimes bien la courge, non? Ouais, j'aime bien la courge, mais j'aime bien aussi le kiab. En français, je crois que c'est le gombo. Ah oui! J'adore ça. Non, pas mal aussi. J'adore ça. J'aime bien le brocoli. J'aime bien un petit légume qui ressemble peut-être physiquement à une carotte, mais qui est plutôt jaune, qui s'appelle batata baro. Et donc j'aime bien ça. Et ouais, voilà. Et après, tout à l'heure, tu parlais du farofa, c'est... la farofa, c'est de la farine de manioc. Et donc, on peut agrémenter d'autres choses. Il y a des personnes qui la mangent crue, tu peux la manger crue aussi. Donc, sans aucune préparation. Ou alors, tu peux la faire revenir avec de l'ail, des oignons, un autre légume, etc. pour lui donner un autre goût, etc. Et souvent, ce que tu fais aussi, j'ai l'impression, c'est que tu as pas mal d'aliments séparés, puis après tu fais des assemblages en fonction de tes envies. C'est ça, exactement. Je pense qu'au Brésil, ça fonctionne assez souvent comme ça, puisque la base de l'assiette, en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais même pour les personnes qui mangent de la viande, les gens vont manger du riz, des haricots, et en fait, après, ils vont composer leur assiette avec d'autres choses. Donc, des pâtes, c'est bizarre de dire ça, mais on va manger du riz, des haricots, des pâtes, des frites, une salade, un steak si on mange de la viande, par exemple. Mais donc c'est ça, et en fait à partir de le riz et les haricots doivent être présents, et après je réfléchis au reste. Et en fait je crois qu'au Brésil on n'est pas dans l'éducation, dans la mentalité de faire des plats à proprement dit, par exemple. Avec une entrée, un plat principal. C'est ça, et puis même dans les plats principaux on pense pas par exemple, on va faire un bœuf bourguignon et on va manger un bœuf bourguignon. Non, on va manger un truc, ou enfin il y a pas cette... Il y a aussi des grands plats comme ça, mais au jour le jour on fait quelque chose de simple, de rapide, et plusieurs petites choses pour pouvoir créer son plat. Et c'est vrai que tout à l'heure je disais qu'il faut associer une légumineuse et une céréale, et j'ai un peu rigolé dans ma tête parce qu'ici il y a la particularité que les gens adorent mélanger plusieurs féculents en même temps, donc c'est ce que tu disais, des frites, des patates, c'est ça, des pâtes. Et je sais pas si les gens nous ont compris, mais c'est du riz et des haricots tous les jours, midi et soir. Moi personnellement pas forcément tous les jours midi et soir, mais le riz et les haricots doivent être présents à tous les repas, et après on commence à penser son plat avec d'autres choses. Je sais pas moi, du riz, des haricots et des lasagnes par exemple, il n'y a pas de problème. Mais toi après, comme t'es restée française, tu vas pas quand même mélanger plein de féculents différents. Non, et de la même manière je mange pas du riz et des haricots tous les jours. C'est mon assiette de base, c'est ce que je trouve le plus simple, etc. Mais je varie parce que je suis quand même française et que j'ai pas été habituée à manger tous les jours la même chose. Je voudrais un petit peu préciser plus sur le feijão, donc le haricot, parce que c'est quelque chose qui m'avait étonnée ici. Déjà la première chose qui m'a étonnée, c'est que souvent dans le bouillon du feijão, donc des haricots, c'est fréquent qu'on mette un morceau de viande pour donner du goût. Mais néanmoins, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de manger des haricots sans qu'il y ait ce morceau de viande, et j'étais étonnée d'à quel point ça avait vraiment un goût fort. Et du coup, je me suis dit en arrivant ici, mais je veux absolument apprendre à le faire, je veux savoir comment ils assaisonnent, etc. Et en fait, j'ai demandé à Sandra, donc avec qui je vis, qui est chez Laetitia, la coloc de Laetitia, et quand elle m'a montré comment elle le faisait, en fait, elle cuisine ses haricots, elle met
de l'oignon, de l'ail, un peu de sel, mais en fait elle n'utilise pas des épices de C'est fou. justement ça. Et c'est vraiment ce que tu me disais, c'est que la saveur, et ce que Sandra me disait aussi, c'est que la saveur du haricot est forte et qu'en fait, en fonction du type de haricot, ça a une saveur différente. Et pour moi, tous les haricots avaient le même goût. Non, pas du tout, tous les haricots n'ont pas le même goût. Mais c'est ça, et puis en fait l'ail est très très présent dans la nourriture brésilienne. Par exemple, l'autre jour je me disais que je sais pas commencer un plat sans mettre de l'ail et des oignons, c'est obligatoire, c'est la base. Et du coup plus tu mets d'ail dans un plat et tu mélanges ça avec la saveur des haricots, et voilà, et ça a déjà toute une saveur très très forte. Ouais, ça paraît fou comme ça, dit comme ça, mais c'est vrai, je confirme. Et moi j'aime la nourriture avec beaucoup de goût, donc... tu peux mettre, il y a des gens qui mettent une feuille de laurier aussi, qui rajoutent encore plus de goût, mais je pense que c'est juste ça. Ouais. C'est pas indispensable. Et du coup, par rapport à ce que je disais, que le fait que tu fais beaucoup d'assemblages, etc., ça permet aussi de montrer à quel point, finalement, même si ça prend peut-être plus de temps de cuisiner à partir d'aliments entiers, c'est pas cuisiner vegan, mais en tout cas cuisiner à partir d'aliments entiers, en fait, finalement, au jour le jour, tu gagnes quand même du temps parce que tu te fais quelque chose et tu peux t'en servir. C'est ça, exactement. Et en plus, les haricots, en général, quand on en fait, parce qu'on fait ça à la cocotte minute, la cocotte minute, c'est quelque chose qui c'est un ustensile de base dans la cuisine brésilienne. Et en fait, quand on fait cuire des haricots, on fait jamais cuire une portion ou 2 portions, on va faire cuire au moins 500 grammes. Et du coup, ça, on va en consommer une certaine partie, et tu peux en congeler une autre. Et du coup, ça permet, oui, d'avoir toujours quelque chose de prêt, et au final, on a juste à réchauffer ou des choses comme ça. Et c'est ça. Et puis je voulais juste aussi qu'on puisse dire un mot sur les fruits, parce que moi personnellement mes fruits préférés ils viennent de milieux tropicaux comme ça, genre la mangue, la banane et tout, mais il y a une variété ici de fruits, et puis quand nous on pense à mangue, banane, mais en fait il y a plein de variétés de bananes. Non, il n'y a pas une seule variété de mangue, il n'y a pas une seule variété de banane, ici on a chacun nos préférences. Moi j'aime un type de banane plus qu'un autre, un type de mangue plus qu'un autre, et voilà, on est très chanceux de ce côté-là. C'est quoi tes fruits préférés ? C'est très difficile comme question, très très difficile. Mais je pense que le fruit de la passion, que je mange directement dans le fruit comme ça, la mangue, certains types de mangue, pas toutes les mangues, mais un certain type de mangue. C'est laquelle que tu préfères ? Moi je préfère celle qu'on appelle manga espada. En fait, espada c'est l'épée, il y a une petite forme d'épée, elle est toute petite et du coup je trouve qu'elle a un goût très crémeux, comme si c'était un mélange de mangue avec du lait. Sinon j'aime bien le litchi, mais le litchi c'est pas très brésilien. Ah, oui. On a du litchi seulement une fois par an, un peu à la même époque qu'en France. En hiver. Et du coup on était ici. Ah ici c'est d'accord, c'est bon. Et qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien aussi l'ananas. Ah, et l'avocat brésilien aussi qui est... Ouais, alors toi tu préfères l'avocat brésilien ? Ouais. Ici l'avocat il est beaucoup plus gros, mais je crois qu'aux Antilles c'est un peu pareil, il est plus gros et puis il est un peu aqueux. Oui. Moi c'est vrai que je préfère, parce que je vais pas dire que c'est l'avocat français, mais celui qu'on importe en France, celui qui est plus petit et qui est plus gras. Ici au Brésil c'est celui qu'on appelle avocado, parce que l'autre on appelle abacate, c'est avocado, c'est le petit. Avocado c'est le petit. Ouais, c'est ça, qui est plus gras. Effectivement pour certaines, par exemple pour un guacamole c'est plus... Mais quand même, j'aime bien l'avocat brésilien. Peut-être que je m'y habituerai. Et souvent les gens le mangent avec du sucre. Ouais. Si toi tu fais ça. Ouais, aussi. Moi je le mange pas directement avec du sucre comme ça, mais il y a quelques jours j'ai fait du coup je l'ai mixé avec un espèce de smoothie, je l'ai mixé avec du lait. Et c'est très très bon, mais c'est très très consistant, du coup on fait pas ça très très souvent. D'accord, et du coup avec du lait végétal. Ouais, c'est ça. Et du coup en général quand tu manges un dessert, c'est des fruits. Oui, en général, ouais. Et quand tu veux te faire un dessert un peu plus original, tu fais des gâteaux, mais tu me disais qu'en fait juste tu mets pas d'œufs. Oui, je mets pas d'œufs, je mets pas de lait, je mets de l'eau en général. Ça marche pareil la plupart du temps. Ça marche exactement exactement pareil, je mets de l'huile au lieu de mettre du beurre et voilà. D'accord. Et quand tu as envie de faire un plat un peu original, je sais pas, tu reçois des invités, tu veux faire un plat de fête, est-ce que tu as quelque chose en salé que tu fais ? Assez souvent, non, parce que sinon les gens vont croire que je fais toujours la même chose pour la même personne. Mais j'aime bien faire des plats qui sont des plats cuisinés avec du lait de coco, des choses comme ça. Par exemple, celui avec de la banane plantain, qu'on appelle moqueca, donc moqueca de banane. Il y a un autre plat comme ça avec du lait de coco aussi, moqueca et boba, donc c'est l'autre plat dont j'allais parler. C'est des plats qui viennent plutôt du nord du Brésil. Et du nord-est. Ils sont à la base plutôt à base de poisson. À base de poisson, c'est ça. Il y a beaucoup. C'est ça, exactement. Poisson, et en fait, l'autre plat, c'est aussi un plat cuisiné, mais qui, en plus du lait de coco, en fait, on va mixer du manioc et parfois de la courge pour faire une espèce de sauce avec ça. Et du coup, c'est un peu crémeux. C'est plus crémeux, etc. Et moi, je fais ça avec du chou-fleur.
Et du coup, parfois, je rajoute une feuille d'algue nori, etc. pour donner un petit goût de mer. Les feuilles japonaises? Ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, ça aussi, c'est très très bon. Ou sinon, il y a le plat de fête brésilien par excellence qui est le stroganoff. Est-ce que tu connais le stroganoff? C'est une façon revisitée du bœuf stroganoff. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très très drôle, mais c'est avec du ketchup, de la moutarde et, d'accord, et du coup, on fait une crème végétale, etc. Moi, je fais ça avec des champignons, qui est pas très brésilien d'ailleurs, les champignons, mais on en trouve aussi. Ils ont des champignons de Paris ici, qui sont pas faits à Paris, mais qui sont juste faits de la manière. C'est ça, exactement. C'est des champignons qui en général poussent ici. Bon, il y en a partout, enfin, tu as des producteurs un peu partout, mais à la base, ils viennent plutôt de Sao Paulo et maintenant du reste du Brésil. D'accord. Voilà. Ça donne faim tout ça. Je pense que les gens derrière leur écran ont très faim. Ah oui, et puis ce qui est important de dire, c'est qu'à Rio, même si bien sûr je cuisine souvent à la maison, mais tu m'as demandé qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de manger quelque chose d'un peu différent. À Rio, on a pas mal de restaurants qui sont plutôt sympas. On a plein de petits producteurs qui se lancent comme ça à faire des choses, je sais pas, des fromages ou de la glace ou des choses comme ça. Et donc de temps en temps, on essaye de soutenir ces personnes-là aussi. Oui, il y a pas mal de restaurants vegan à Rio quand même. Bon, dans toutes les grandes villes, mais j'en ai testé quelques-uns avec Déborah et c'était très bon. Voilà, en tout cas, on peut survivre en tant que vegan au Brésil, il n'y a aucun problème. Et en France aussi, il s'agit juste de connaître un petit peu, d'apprendre en fait. Ça demande un apprentissage au début, mais en fait après c'est naturel et c'est très bon. Voilà. Bon, merci beaucoup Déborah de nous partager tout ça. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas si vous avez des recettes également à partager, des trucs, vos plats préférés, que vous soyez vegan ou non. On vous fait des gros bisous. Ciao. Au revoir.